Bonsoir à toutes et à tous, je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur cette chaîne. L'affaire dont il est question remonte à plusieurs années et continue de hanter les rues paisibles d'Emden, cette ville portuaire du nord de l'Allemagne, connue pour ses canaux et ses bateaux de pêche. En 2010, un événement inattendu a ravivé un drame que beaucoup croyaient terminé. Un homme, tout juste libéré après 15 ans de détention, pour le meurtre d'un enfant de 10 ans, est revenu s'installer au même endroit où s'était produit son crime. Ce retour a déclenché un nouveau tourbillon d'émotions, car la mère de la victime, que certains décrivaient comme frêle mais déterminée, nourrissait depuis tout ce temps le désir profond de rendre sa propre justice. J'aimerais énormément que vous mettiez un like à cette vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne. Hannelore Westermann, aujourd'hui âgée d'un peu plus de 50 ans, est reconnue par de nombreuses personnes de sa commune comme une femme de cœur. Pourtant, son visage doux et ses grands yeux bleus ne reflètent plus la joie d'antan. Jadis, elle travaillait dans un petit commerce de souvenirs destiné aux touristes, qui affectionnaient Emden pour son charme portuaire. Tous se rappellent encore son sourire aimable derrière le comptoir, sa façon accueillante de conseiller sur l'achat d'objets artisanaux ou de cartes postales montrant les digues et les bateaux typiques de la région. Son entourage la décrivait alors comme une personne rayonnante, toujours prête à rendre service, et qui trouvait un véritable bonheur dans les petites choses du quotidien. Avant la tragédie, elle profitait de ses journées de repos pour se promener le long des quais et admirer les navires de pêche revenant du large. Elle aimait particulièrement observer les goélands tourner au-dessus des filets chargés de poissons frais. Ses passions tournaient autour de la mer, de la couture et de la lecture de récits de navigation. Sa vie semblait d'une grande simplicité et d'une stabilité rassurante, bien qu'elle fût élevant seule son petit garçon, Thomas Westermann. Née et ayant grandi dans les environs, Hannelore n'avait jamais véritablement envisagé de quitter Emden, tant elle y était attachée. Thomas Westermann, âgé de 10 ans au moment des faits, était un enfant curieux, plein de vie, qui aimait construire des maquettes de bateaux en bois. Il passait souvent ses samedis après-midi à assembler méticuleusement ces petits navires, qu'il peignait ensuite avec des couleurs vives. Selon les confidences d'un camarade d'école, Thomas rêvait de devenir marin ou capitaine d'un navire de pêche. Cette passion ne surprenait personne, car il suivait souvent sa mère sur les quais, s'émerveillant devant les immenses chalutiers amarrés et la routine des marins. D'un naturel sociable, il avait des amis parmi ses voisins et parmi les enfants du quartier. Les enseignants le décrivaient comme un élève appliqué, un peu réservé, mais toujours respectueux. Personne n'imaginait qu'un tel destin tragique l'attendait. À l'époque, Hannelore entretenait de bonnes relations avec plusieurs personnes de la ville, y compris des proches qui aidèrent parfois à la garde de Thomas. L'enfant était également très proche d'une parente habitant non loin, laquelle l'emmenait régulièrement faire des promenades à vélo. Cette parente se souvient encore des éclats de rire du garçon lorsqu'il parcourait les petits chemins bordés de champs, tout près des digues. C'était un enfant chéri et protégé, jouissant d'un cadre de vie assez modeste, mais plein de chaleur affective. En 1995, Emden connaissait un léger regain d'activité touristique, et le petit commerce d'Hannelore profitait de la venue de visiteurs intrigués par l'ambiance sereine des canaux et du port. Lors d'une fin d'après-midi pluvieuse, Thomas a disparu sans laisser de traces. Il était censé rentrer à la maison après l'école, mais les heures ont défilé et personne ne l'a vu. Au début, sa mère a cru à un simple retard ou à une escapade chez un ami. Toutefois, au bout de quelques heures, l'inquiétude s'est installée. Hannelore a alerté une connaissance du voisinage, et toutes deux ont entamé des recherches dans les rues alentours. Les phares d'une voiture patrouillant dans l'obscurité mettaient en évidence les gouttes de pluie sur le bitume, et l'angoisse augmentait au fil des minutes. Vers minuit, un passant anonyme a découvert un détail troublant. Un petit sac à dos abandonné, avec des autocollants de bateau. Son contenu, notamment un cahier d'écolier,
laissait supposer qu'il appartenait à Thomas. À ce moment précis, la crainte d'un enlèvement ou d'un drame a traversé l'esprit de tous ceux qui se trouvaient là. Le lendemain matin, alors que la pluie continuait de tomber, le corps de Thomas Westermann a été retrouvé dans un vieux hangar à la périphérie du port, non loin de la digue. Cet endroit était connu pour abriter parfois des sans-abri ou des personnes marginalisées. Hannelore, alertée par une patrouille, est arrivée sur les lieux sans savoir dans quel état se trouvait son fils. Un agent l'a empêché d'entrer en décrivant le crime comme d'une extrême violence. Les premières personnes accourues racontent avoir remarqué des traces de lutte, des objets renversés, un matelas sale déplacé, des fragments de bois brisés par terre. D'après le premier rapport, Thomas portait des marques de coups et présentait des blessures évoquant une agression brutale. L'horreur et l'incompréhension ont envahi la communauté. L'enquête a très vite mobilisé la brigade locale, tandis que la nouvelle se répandait dans tous les foyers. Dans cette atmosphère pesante, tout le monde s'interrogeait sur l'identité du coupable et sur ce qui avait pu mener à une telle atrocité. Les enquêteurs principaux chargés de ce dossier étaient 2 détectives réputés pour leur rigueur et leur persévérance. L'un était apprécié pour sa méthodologie très structurée, compilant soigneusement chaque indice dans des dossiers codés par couleur. L'autre, un peu plus pragmatique, misait sur le contact humain, les conversations informelles et les observations directes. Ensemble, ils formaient un tandem efficace qui avait déjà résolu plusieurs affaires délicates. Dès que le corps de Thomas a été découvert, ils ont mis en place un périmètre de sécurité autour du hangar et requis des techniciens pour recueillir tout indice matériel. Empreintes, traces de sang, morceaux de tissu, cheveux, etc. Les enquêteurs n'ont rien laissé au hasard, explorant la zone autour du hangar, examinant les poubelles, la digue, l'intérieur d'un vieux bateau échoué tout près. Ils ont également interrogé plusieurs personnes des environs, y compris des passants nocturnes et des travailleurs du port, qui auraient pu se trouver dans les parages ce soir-là. Le médecin légiste a établi que Thomas était décédé des suites de multiples coups, administrés vraisemblablement à main nue ou à l'aide d'un objet contondant. L'agression avait été rapide, mais d'une intensité inouïe. Des analyses ont révélé la présence de fibres textiles sur ses vêtements, ainsi que des empreintes partielles sur le sol du hangar. Les enquêteurs ont commencé à dresser une liste de suspects potentiels en s'appuyant sur les témoignages de quelques riverains et sur des informations relatives à l'entourage de Thomas. Parmi les personnes interrogées figuraient évidemment Hannelore et un proche qui connaissait bien l'enfant, mais tous 2 avaient des alibis solides pour la soirée du drame. Il était inimaginable que la mère ait pu commettre un geste aussi horrible, et rien n'indiquait qu'un membre proche de la famille puisse être impliqué. L'attention s'est peu à peu tournée vers d'autres individus vivant en marge de la société ou présentant un passé trouble. Très vite, la figure de Marek Maro, Polanski, a surgi dans l'enquête, d'abord de manière discrète, avant de devenir l'un des suspects principaux. D'après plusieurs habitants, cet homme d'environ 37 ans, à l'époque du drame, il était évidemment plus jeune, avait déjà montré un tempérament irascible et violent. Il passait parfois du temps dans la zone portuaire, au contact de cercles peu recommandables. Selon les rumeurs, il aurait été mêlé à des trafics de biens volés, profitant de la facilité de transport par bateau. Certains se souvenaient aussi de lui comme d'une personne susceptible, qui réagissait avec agressivité à la moindre contrariété. Au moment des faits, une version insistait sur la possibilité que Thomas ait surpris, par hasard, une transaction louche. Ou peut-être avait-il simplement attiré l'attention d'une connaissance de Polanski, suscitant jalousie ou rage chez ce dernier. L'enquête s'est concentrée sur la piste Polanski, après qu'un témoin anonyme eut signalé l'avoir aperçu à proximité du hangar le soir de la disparition de Thomas. Parmi les autres suspects, on mentionnait un individu solitaire qui vivait dans le hangar de manière intermittente, ainsi qu'une personne en lien avec un bar malfamé près des docks. Les enquêteurs n'excluaient pas que l'un d'eux ait pu être impliqué d'une façon ou d'une autre. Néanmoins,
aucun élément ne reliait clairement ces suspects secondaires au meurtre. Des traces d'ADN prélevées à l'intérieur du hangar se sont révélées inexploitables, en partie à cause de la circulation de nombreux squatteurs dans ce lieu. Malgré tout, la pression de l'opinion publique était forte, et il devenait impératif de trouver un suspect solide. Au fil des semaines, les 2 détectives principaux ont poursuivi leurs investigations. Ils ont analysé les relevés d'appels téléphoniques de Polanski, interrogé ses connaissances, fouillé son petit logement. Les inspecteurs ont découvert dans l'une de ses armoires un couteau présentant des taches suspectes, mais l'analyse médico-légale a démontré que ce sang provenait d'un poisson, probablement découpé peu avant. Un voisin a cependant rapporté avoir vu Polanski en train de fixer Thomas d'un regard hostile une quinzaine de jours avant les faits. Selon ce voisin, Thomas aurait joué un peu trop bruyamment près de la digue, ce qui aurait déclenché la colère de Polanski. Des interrogatoires poussés ont mis en évidence le comportement lunatique de celui-ci, et plusieurs habitants ont déclaré l'avoir entendu hurler des menaces obscènes contre des enfants qui jouaient autour des bateaux. Si la preuve matérielle manquait encore, tous ces témoignages pointaient dans la même direction. Le tournant décisif est apparu lorsque des enquêteurs ont mis la main sur un enregistrement vidéo d'une caméra de sécurité d'un magasin non loin du hangar. Les images, de mauvaise qualité, montraient dans la nuit pluvieuse une silhouette ressemblant à Polanski qui pénétrait dans le hangar, quelques minutes après l'heure approximative de la disparition de Thomas. Malgré la pixelisation, le signalement vestimentaire correspondait étrangement à celui fourni par un pêcheur. Un individu portant un vieux blouson sombre avec un empiècement clair au niveau de l'épaule. Une fois les images présentées au principal suspect, ce dernier a fourni des explications confuses. Il prétendait être passé par là pour récupérer un sac qu'il avait oublié. Cette justification bancale, combinée à plusieurs contradictions dans ses propos, a suffi pour que la police l'arrête officiellement et le place en détention provisoire. Le procès de Marek Polanski pour le meurtre de Thomas Westermann s'est tenu en 1996. L'accusation, représentée par une procureure déterminée, a avancé divers témoignages accablants et a insisté sur la violence du passé du prévenu. Son équipe de défense s'est efforcée de souligner l'absence de preuves scientifiques irréfutables et l'incohérence de certains témoignages. Toutefois, les jurés ont été particulièrement sensibles à la concordance des déclarations multiples faisant état du comportement agressif de Polanski, ainsi qu'à l'enregistrement vidéo, même de piètre qualité. Des indices indirects, tels que la proximité du suspect avec la scène du crime et le fait qu'il ne puisse justifier précisément son emploi du temps, ont pesé lourd dans la balance. Au terme de plusieurs jours de débats intenses, le verdict est tombé. Polanski a été reconnu coupable du meurtre de Thomas Westermann et condamné à une peine de 15 années de réclusion. Au cours de l'incarcération de Polanski, Hannelore a sombré dans un deuil inexprimable. On raconte que son petit commerce de souvenirs a rapidement fermé, faute d'énergie et d'envie de sa part pour continuer. Elle a survécu grâce au soutien financier de quelques aides sociales et à l'assistance sporadique de personnes généreuses du quartier. Certains habitants évoquent avoir vu, pendant cette période, Hannelore arpenter les bords du port en tenant dans ses mains la maquette d'un bateau que Thomas n'avait jamais pu terminer. D'autres affirment qu'elle recevait parfois des enveloppes anonymes, contenant des dessins d'enfants ou des photos du hangar, comme pour remuer le couteau dans la plaie. Nul ne sait qui était à l'origine de ces envois, mais elle ravivait la douleur et la colère chez Hannelore, la convainquant que le meurtre de son fils n'avait peut-être pas livré tous ses secrets. En 2010, lorsque la période d'incarcération de Polanski a pris fin, la ville d'Emden a été secouée par la nouvelle de son retour. Il a posé ses valises dans un logement modeste, situé à peine à quelques rues de l'ancien hangar où Thomas avait été assassiné. Aux yeux de beaucoup, cet acte frôlait la provocation. On ignore ce qu'il espérait en revenant habiter ici. Peut-être voulait-il se faire oublier, ou espérait-il reprendre contact avec de vieilles connaissances. Toujours est-il que sa présence a ravivé les souvenirs tragiques, ainsi que la rage sourde d'Hannelore. Pendant 15 ans,
Elle avait entretenu l'idée fixe qu'elle devait faire payer Polanski pour ce qu'il avait fait à son fils. Elle avait lu des articles, interrogé des gens, entretenu des rumeurs sur une prétendue conspiration, persuadée que la réalité du crime avait été, d'une certaine manière, étouffée ou minimisée. Sa haine était devenue son unique moteur, l'aidant à traverser chaque journée de vide. De nouvelles tensions sont apparues dans la ville. Certains habitants estimaient que Polanski devait avoir la possibilité de refaire sa vie, puisque la justice avait été rendue. D'autres, plus nombreux, craignaient qu'il ne représente toujours un danger. Hannelore, elle, n'écoutait que sa souffrance. On la voyait parfois fixer, de loin, la fenêtre du logement de Polanski, comme si elle cherchait à analyser ses moindres faits et gestes. Une fois, un voisin a rapporté l'avoir aperçue en train de discuter avec un homme louche, comme si elle tentait d'obtenir une arme ou des informations sur Polanski. Cette rumeur s'est répandue rapidement, mais personne ne disposait de preuves formelles. Certains ont mis en garde les autorités, lesquelles ont envoyé une patrouille pour vérifier l'état mental de Hannelore. Cette dernière a refusé toute aide psychologique, affirmant qu'elle n'avait besoin de personne. Le jour tant redouté est finalement arrivé, lorsqu'Hannelore a attiré Polanski dans le hangar désaffecté, où Thomas avait perdu la vie. On ignore exactement comment elle a procédé pour le faire venir là-bas. Peut-être lui a-t-elle fait croire qu'elle voulait s'entretenir pour comprendre enfin ses raisons, ou pour tenter de le confronter physiquement et moralement. Toujours est-il qu'elle l'attendait, dans le silence de cet endroit sinistre chargé de fantômes du passé, armé d'un pistolet acquis clandestinement. Quand Polanski est entré, il semble qu'elle l'ait tout de suite menacé, le regard enfiévré par les larmes accumulées pendant des années. Il y aurait eu un échange verbal intense, au cours duquel Polanski aurait prétendu ne jamais avoir voulu tuer Thomas, parlant d'un accident ou d'une pulsion incontrôlée. Hannelore, bouleversée, a perdu tout sang-froid. Elle a appuyé sur la détente. La balle a touché Polanski à l'épaule, provoquant une blessure sérieuse, mais non fatale. Il s'est écroulé en hurlant, tandis que l'arme, mal entretenue, s'est enrayée au moment où elle s'apprêtait sans doute à tirer une seconde fois. Des cris ont alerté un passant du quartier, qui a aussitôt prévenu les autorités. La police a accouru et arrêté Hannelore sur place, encore sous le choc et incapable de prononcer le moindre mot cohérent. Polanski a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il est resté dans un état critique pendant quelques jours. Pendant ce temps, Hannelore a été inculpée de tentative de meurtre. Un sentiment de stupeur a envahi la ville d'Emden. Les souvenirs déjà douloureux ont ressurgi. Non seulement le meurtre de Thomas n'était pas complètement cicatrisé, mais voilà qu'il entraînait encore davantage de violence. Certains habitants ont exprimé de la compassion pour cette mère dévastée, arguant qu'elle avait été poussée à bout par la présence oppressante de l'assassin de son fils. D'autres, plus légalistes, se disaient consternés qu'elle ait ainsi pris la loi entre ses propres mains. Le procès d'Hannelore pour cette tentative de meurtre a débuté quelques mois plus tard, au palais de justice d'Emden. La procureure, la même qui avait déjà travaillé sur l'affaire de Thomas, a détaillé la planification de l'acte et l'intentionnalité évidente. Hannelore avait une arme à feu. Elle avait choisi le lieu et le moment, et elle avait fait usage de violence. L'avocate de la défense, elle, a cherché à mettre en avant l'état psychologique de sa cliente, soulignant les années de souffrance, l'obsession née de la perte brutale d'un enfant et l'incapacité de la société à fournir un soutien adéquat. Le juge, quant à lui, a écouté avec attention les arguments de chaque partie. Les experts psychiatres ont décrit Hannelore comme une femme meurtrie, consumée par la haine et la tristesse, incapable de faire son deuil. Une enquête plus approfondie a révélé qu'elle avait acheté l'arme plusieurs années auparavant, preuve qu'elle préparait son geste depuis longtemps. Au fil des audiences, un climat lourd s'est installé dans la salle. Polanski, rétabli mais affaibli, est apparu comme témoin. Il n'avait pas réellement l'air de chercher la confrontation. Son attitude demeurait confuse, partagée entre la crainte et une forme d'indifférence. Les jurés ont vu dans son témoignage
un homme qui ne réalisait peut-être pas la portée de ses actes passés, mais qui devenait à son tour victime de la vengeance. Les plaidoiries finales ont mis en exergue le conflit tragique de cette affaire. La légitimité de la souffrance d'une mère contre l'obligation pour la société de maintenir l'ordre et de prévenir la violence. Après délibération, le tribunal a jugé Hannelore coupable de tentative de meurtre. Bien que les circonstances atténuantes aient été prises en compte, elle a dû être condamnée à plusieurs années de prison, le juge estimant qu'il était impossible de tolérer un acte de représailles aussi extrême. À l'énoncé du verdict, les visages dans la salle d'audience reflétaient un profond désarroi. Les habitants d'Emden se sont de nouveau retrouvés face à cette même douleur qui, 15 ans plus tôt, avait endeuillé la ville. Polanski, après un certain temps passé en soins, est resté discret. On raconte qu'il aurait fini par quitter la région, cherchant peut-être à échapper définitivement à cette histoire. Quant à Hannelore, elle a accepté sa sentence avec un calme étrange, comme soulagée de ne plus avoir à porter seule le poids de ses intentions. Les mois qui ont suivi ont été placés sous le signe de la réflexion et du silence pour ceux qui avaient connu Thomas ou avaient suivi cette affaire. Personne ne doutait que la tragédie laisserait une cicatrice profonde dans la mémoire collective. Certains habitants ont tenté de lancer une initiative pour réhabiliter le vieux hangar et en faire un espace plus sécurisé, dans l'espoir de faire disparaître le souvenir du drame. D'autres ont préféré s'éloigner, estimant que la ville d'Emden avait perdu de sa tranquillité légendaire. Je souhaite que celles et ceux qui entendent cette histoire ressentent, autant que possible, l'amour éternel que j'ai pour mon fils et la détresse qui m'a conduite à des gestes irréparables. Je crois qu'au fond de moi, j'espérais simplement libérer mon cœur du sentiment d'injustice qui me rongeait depuis tant d'années. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est un immense soutien pour moi. Je suis vraiment touchée que vous ayez suivi ce récit jusqu'à sa conclusion. Je vous invite à découvrir d'autres vidéos sur cette chaîne, car j'ai encore bien des histoires à partager. Je vous remercie pour votre curiosité et votre temps, et j'espère vous retrouver très vite pour un nouveau sujet.